Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de la Direction Générale, bienvenue pour cette nouvelle conférence du désormais réseau hospitalier neuchâtelois. Mon nom est Gérald Bron, je suis le directeur des ressources humaines. Nos deux conférenciers ce soir vont évoquer les dangers du vol en avion. Ben oui, forcément, le mois de novembre, on planifie déjà les vacances de l'année prochaine et on se dit, mais un vol en avion, ce serait vraiment super. Peut-être que ça vaudrait la peine d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, parce que modification de la pression atmosphérique, sécheresse en cabine, immobilité du corps sur une longue période, etc., etc. Donc, forcément, quelques risques pour la santé, dans un milieu où forcément les possibilités de soins sont limitées. Des précautions sont donc à prendre, et certainement que nous en entendrons quelques-unes pour ce soir. À quoi devons-nous penser avant un déplacement en avion? Quelles sont les maladies qui rendent un vol risqué? Que se passe-t-il en cas de problème de santé à une altitude de 10 000 mètres, par exemple? Quels sont les désagréments, petits et grands, pouvant en résulter et quels gestes privilégier pour limiter l'impact sur la santé? Pour en parler, nous avons le plaisir d'entendre ce soir le professeur Jacques Donzé, médecin-chef du département de médecine au sein du réseau hospitalier neuchâtelois, ainsi que le docteur Denis Bron, médecin-chef de l'Institut de médecine aéronautique de Dubendorf. Au terme de la conférence, une place sera laissée aux questions, réponses et bien entendu au traditionnel impératif. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous laisse la parole. Voilà, bonsoir à tous. Merci d'être présents pour cette conférence des jeudis de la RHNE. Je voulais juste encore vraiment remercier le docteur Denis Bron. Je pense qu'on a le privilège de l'avoir, enfin j'ai le privilège de l'avoir ce soir pour présenter cette conférence. Je pense que c'est probablement le meilleur expert pour la médecine aéronautique, puisque c'est le médecin-chef des forces aériennes suisses et de l'Institut d'aéronautique à Dubendorf. Donc, durant cette présentation, on va parler de différents sujets. On va commencer par un survol de l'épidémiologie, des problèmes de santé durant un vol. Ensuite, on va voir quelles sont les différences finalement entre prendre un avion et prendre un train. Discuter ensuite principalement si vous avez des problèmes pulmonaires, est-ce que vous pouvez prendre l'avion ou non? Puis ensuite, si vous avez des problèmes cardiaques, est-ce que vous pouvez prendre l'avion ou non? Ensuite, quelles sont les contre-indications globales au vol en avion, les nécessités d'avoir un certificat médical et également quelles sont les ressources finalement à disposition dans un avion. On est à 10 000 mètres d'altitude, donc c'est certainement pas comme dans un hôpital, on verra ça en détail. Et puis finalement, je vous parlerai des préventions plus globales, typiquement les thromboses et le jet lag, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc déjà, quand on m'a demandé de présenter un sujet pour les jeudis de la HNE, c'était juste après un vol que j'ai fait pour aller à une conférence à Washington. Et puis, quand je suis rentré dans la cabine, je me suis assis, puis à peine je me suis assis, un orage violent, 3/4 d'heure de retard pour tous les vols au minimum. Et puis là, on se pose des questions, ben voilà, c'est un vol, il y a des risques liés à être en altitude, avec des risques d'accident, etc. Donc on y pense, parce qu'on a du temps, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Alors ça, c'était à ma gauche, et puis à ma droite, s'asseye un homme, je dirais, d'une 70aine d'années. Et puis ce qui m'a surpris, alors c'est peut-être ma déformation professionnelle, mais il a quand même un peu de la peine à souffler, déjà au repos. Je me suis dit, bon, ben, il y a le risque à l'extérieur, mais finalement, il y a aussi des risques à l'intérieur. Alors, en tant que médecin, on se dit peut-être qu'on ne va pas avoir le vol si finalement tranquille. Donc, j'ai commencé à réfléchir un petit peu par rapport à ça. Alors maintenant, on parle en termes de risque. Un risque de crash aérien, c'est un vol sur 52 millions. Pas beaucoup. Par contre, une urgence médicale dans un vol, c'est environ 1 sur 600 vols. Donc, beaucoup plus fréquent. Alors aujourd'hui, on ne va pas du tout se focaliser sur le risque de crash aérien, on va se focaliser uniquement sur les urgences médicales. Et puis, je dis déjà d'emblée, parce que c'est un sujet qu'on entend souvent à la radio à l'heure actuelle, je ne vais pas non plus aborder les risques de santé qui seraient liés à la pollution, liés à l'aviation. Donc voilà, comme ça les choses sont claires. Donc en termes de vol, on est à 3 milliards de passagers par an, je crois même là on est passé
la dernière année à 4 milliards de passagers. Donc, comme je l'ai dit, c'est environ une urgence médicale pour 600 vols. Et sur ces urgences médicales, environ un quart, finalement, devront aller à l'hôpital à la sortie de l'avion. Il y a également 7% de ces urgences qui vont finalement nécessiter que l'avion dévie sa route initiale pour atterrir plus rapidement. Et le taux de décès de ces urgences, donc 0,3%. Alors c'est difficile à dire, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est peu, c'est toujours trop. Dr Denis Brom disait justement, chez British Airways, pour donner une idée, c'est 60 décès par année. Apparemment, il y en a moins chez Suisse, mais on ne va pas rentrer dans ce genre de détails. En termes de quels sont finalement, qu'est-ce que présentent, quelles sont les principales urgences médicales? Alors évidemment, dans presque 40% des cas, ce sont des urgences médicales liées à des pertes de connaissance. Peut-être on le reverra après. Finalement, quand vous êtes en altitude, vous avez une baisse de pression artérielle en général, vous avez moins d'oxygène, donc plus facilement des risques de faire des pertes de connaissance qui peuvent être relativement bénignes dans la plupart des cas, mais qui peuvent être aussi liés à des problèmes cardiaques ou plus graves. Dans 12% des cas, ce sont des symptômes respiratoires. 10%, on trouve nausées, vomissements. 8% des symptômes cardiaques, par exemple douleur thoracique. Quand même 6% d'épilepsie en vol. Et puis 4% de douleurs abdominales. Donc ça, c'est des données qui viennent d'une étude publiée dans le prestigieux New England Journal of Medicine. En fait, ils avaient regardé 12 000 vols, ils avaient étudié 12 000 vols, puis ils avaient regardé quelles sont les urgences médicales en vol. Donc, c'est exactement les données dont je vous ai montré, avec un peu plus, donc les syncopes, les problèmes respiratoires. Et puis après, on voit qu'il y a d'autres problématiques, comme les urgences psychiatriques, des réactions allergiques, aussi des traumatismes, ça peut être des complications liées à du diabète, etc. L'âge moyen, juste pour donner une idée, c'est 48, mais c'est trompeur. Finalement, c'est plus soit un âge relativement bas, soit un âge plus élevé. Donc finalement, 48 ans, c'est vraiment une moyenne, mais c'est plutôt en courbe en U, donc vraiment plutôt les patients un peu plus âgés ou patients jeunes. Je ne sais pas si c'est une chance que les médecins peut-être ont la bougeotte et voyagent pas mal, mais finalement, dans tous ces cas, dans les 12 000, dans tous les cas où il y avait une urgence médicale, on a remarqué qu'il y avait quand même, une fois sur deux, un médecin à bord ou au moins une infirmière. Les médicaments les plus utilisés, alors on verra la liste plus tard avec le docteur Bron, mais c'est pas, comme je disais, c'est pas un hôpital, donc on a quand même une liste de moyens qui sont beaucoup plus restreints, mais disons ce qui est plus souvent utilisé, typiquement ça sera de l'oxygène, peut-être une perfusion, de l'aspirine s'il y a des problèmes cardiaques, et puis des antiemétiques en cas de vomissement. Voilà, donc je passe la parole déjà au docteur Bron par rapport à la physiopathologie en vol. Tout d'abord, je voudrais bien adresser mes appréciations pour l'invitation. Mon collègue m'a poussé depuis presque une demi-année de venir. Il m'a repoussé de venir et puis je suis là maintenant. Merci bien de nouveau pour l'invitation. Tout d'abord, je voudrais bien simplifier la partie d'aviation. Mais tout d'abord, une question. Qui a eu des problèmes médicaux dans un avion jusqu'à présent? 1, 2, 3. OK. Qui a vu justement un problème médical ou qui a eu la chance de vivre avec une telle situation? Alors, 3. Alors, mon but, c'est aujourd'hui vraiment de vous présenter quelque chose dans le sens il y a un autre environnement, il y a une autre situation. Autre question. Qui a pris l'avion justement il y a une demi-année? OK, la plupart. Alors, tout s'est bien passé, je pense. Hein?
Alors, on essaye que ça reste comme ça. Tout d'abord, l'environnement. Je suis maintenant venu en train à Neuchâtel. Ça se couille un petit peu. J'ai tapé un peu dans mon ordinateur. Téléphone a sonné. Ça, c'est normal. OK, rien de spécial. Mais l'aviation, il y a un autre environnement. Tout d'abord, on fait toujours une séparation dans le sens, c'est un vol de projeté, plutôt dans l'Europe, ou est-ce que c'est un vol qui va plus loin? Aujourd'hui, c'est tous une question aussi de l'argent. Ça veut dire, le vol qui est meilleur marché, on va le prendre, mais à la fin, c'est aussi un risque qu'on prend avec. Ça veut dire, on va changer plusieurs fois, ça veut dire le vol est plus long, normalement. Bien sûr, ceux qui puissent acheter encore une business class, ça c'est une autre chose, ou une first class, mais ça c'est vraiment plus chargé dans les choses financières. L'aviation, c'est tout à fait un autre environnement. L'hauteur dans la cabine, c'est plus ou moins entre 2500 et 2800 mètres. Ça, c'est Pilatus, Chasseral, dans les environs. Et puis, on reste quand même, ce n'est pas uniquement 5 minutes qu'on y reste là. On y reste peut-être 2 heures, 6 heures, peut-être 10 heures et encore en plus. Première chose. Deuxième chose, bien sûr, radiation est augmentée, mais c'est comme voyageur, comme passager, ça c'est pas grand-chose. C'est peut-être une radio qu'on fait. Si on va de Zurich jusqu'à East Coast dans les États-Unis, c'est pas un grand facteur de risque. Mais pour les pilotes qui voyagent quelques fois par semaine, accumulation sur des années, c'est un autre risque. La deuxième chose, c'est diminution de la saturation d'oxygène. Petit peu, ça veut dire le Pilatus ou le Chasseral, on ne sent pas grand-chose, mais quand même, si on prend les mesures au doigt, il y a la saturation qui va se diminuer entre 92 et 91%. Pour les patients ou les passagers qui n'ont pas de problèmes médicaux, ça ne pose aucun risque. Mais comme on a vu d'un moment à l'autre, un passager à côté qui a peut-être une infection pulmonaire ou encore des autres problèmes, on ne sait pas. Ça peut y aller directement dans une autre situation. Troisième chose, il y a la saturation de l'humidité dans l'air qui est vraiment réduite. Qui n'a pas eu vraiment soif à la fin d'un vol? Puisse lever maintenant la main. Alors, aucune. Ça veut dire que de nouveau, après un certain temps, on a besoin de l'eau. Plus de l'eau que normalement à la maison. Mais on est vraiment dans le vol, on y va dans les voyages, on prend des vacances. Ça veut dire, alors, première chose, on commande une bière ou un vin. On ne boit pas assez de l'eau. Et puis l'alcool fait de nouveau une réduction de l'eau dans le corps. Alors un deuxième facteur de risque ou troisième facteur de risque qui commence à se présenter, se planifier. Quatrième chose, on reste assis. Si c'est uniquement à l'Europe, ça ne pose pas de grands problèmes. Mais transatlantique, ouais, ou l'Afrique du Sud, on est quand même 10 heures, 11 heures dans un avion. Peut-être après la bière, le vin, on est fatigué, on commence à dormir, alors on ne bouge plus. Alors il y a de nouveau un autre facteur de risque qui commence
à se développer. Après, cinquième chose, c'est la hypothèque médicale. Après un certain âge, si on a dépassé les 20 ans ou les 30 ans, il y a quand même des choses qui puissent se planter. On commence à fumer ou n'importe quoi. On a des autres problèmes pulmonaires, cardiaques, et puis on y est allé à l'hôpital justement pour être guéri à la fin. C'est un autre facteur de risque. Et maintenant, vous pouvez vous imaginer, on a plusieurs facteurs, et puis un puisse accumuler l'autre. Et puis d'un moment à l'autre, ça tourne. Ça tourne dans la mauvaise direction. Mais d'abord, encore, cinquième chose. Un avion, c'est pas un train. Si on est justement sur l'Atlantique, et puis on a un problème cardiaque ou pulmonaire, on ne peut pas justement prendre le portable et puis justement taper le 144. Il n'y a pas l'ambulance qui vient. Et puis, ça, c'est une autre chose. Et puis, on est encore coincé. Et puis, on doit trouver une solution. Mais je viens après encore pour dire encore des choses en détail, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais prenez ici avec, il y a plusieurs... Alors, l'environnement se change, et puis il y a plusieurs facteurs de risque qui puissent se présenter. Je vais après encore dans les détails. Bon. Maintenant, des choses pulmonaires, je vous montre après encore 2-3 vidéos. Vous sentez aussi bien que je viens de la Suisse alémanique. Alors, je ne peux pas faire toujours des traductions, je m'excuse de ce part-là. Il y a aussi des vidéos en anglais, une vidéo en anglais, mais je pense que vous le comprenez. Mais je donne encore des explications.